du pass sanitaire, le Parlement qui a finalement voté cette nuit le projet de loi du gouvernement après une petite semaine de débat parfois tendu, avec des manifestations aussi, où ça rassemblait quand même pas mal, beaucoup de monde. Un vote en tout cas rendu possible grâce à un compromis trouvé en commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. On va tout vous dire sur les modalités de ce pass sanitaire qui devrait entrer en vigueur dès le début du mois prochain dans les restaurants, les bars, les salons, les foires ou encore les avions, les trains, les bus pour les grandes lignes. Mais ce pass sanitaire, eh bien, on commence déjà à en voir les limites ailleurs. En Allemagne notamment, Angela Merkel pense à donner plus de liberté aux personnes vaccinées qu'aux personnes non vaccinées. C'est-à-dire qu'on est peut-être en train de franchir un nouveau pas en direction d'un pass vaccinal plutôt que sanitaire, c'est-à-dire avec les tests PCR ou antigéniques. D'où notre question du jour, Judith, la question que l'on pose ce matin à nos auditeurs. Oui, faut-il transformer le pass sanitaire en pass vaccinal? Vous pouvez réagir sur Twitter ou nous appeler au 0826 300 300 et on en parle avec Bruno Mégarban, qui est chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, et Max Brisson, qui est sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors déjà, je me tourne vers vous, Max Brisson. Vous faites partie de la majorité au Sénat qui avait de nombreux points de désaccord avec le projet de loi du gouvernement. Concrètement, qu'avez-vous obtenu comme concession de la part des députés En Marche pour faire passer ce texte? On vous entend pas, monsieur. Oui. Ah, je suis désolé. Ah là, c'est mieux. On vous entend, c'est bon, allez-y. Voilà. Donc je disais une meilleure acceptabilité du pass sanitaire, en particulier avec des amendes qui sont en meilleure proportion par rapport à la réalité, avec aussi l'impossibilité de licencier en cas de refus. Il y aura suspension de traitement, mais pas licenciement. Je crois qu'on essaie de trouver un juste équilibre entre le pass sanitaire qui est nécessaire pour combattre l'épidémie et puis les libertés publiques et le fait qu'il y ait toujours une juste proportion dans les sanctions, ce qui est la base d'une démocratie. Je crois que le Parlement a bien travaillé à partir du texte du gouvernement et que nous sommes arrivés à un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat permettant de respecter le calendrier que souhaitait le gouvernement. Vous l'avez souligné, pas effectivement de fin de contrat, en tout cas de licenciement pour ceux qui ne se vaccineront pas, mais suspension de salaire en l'occurrence. Et c'est une des avancées que vous avez obtenues. Sur quelle mesure vous avez un goût un peu plus amer, les contreparties que vous avez dû accorder finalement à la majorité présidentielle, Max Brisson? Non, par exemple, il y a eu un certain nombre de collègues qui souhaitaient que le pass sanitaire ne soit pas obligatoire en extérieur, sur des jauges réduites, on pense aux terrasses de restaurants, et de faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur de restaurants. Mais enfin, c'est le détail. Ce qui était important, c'est que le pass sanitaire était accepté par une majorité de parlementaires assez large et que nous avons ajusté le texte par rapport à des peines qui nous paraissaient exagérées. Je crois qu'une démocratie sonore a trouvé toujours la bonne proportionnalité entre la sanction et le fait commis. Et puis, il faut une acceptabilité de la population. Et je crois que l'acceptabilité, on ne l'obtiendra que par le bon sens. Et d'ailleurs, je crois que c'est le bon sens qui est en train de triompher, même si je ne mésestime pas les oppositions, lesquelles d'ailleurs sont souvent politiquement très instrumentalisées. Notamment, on parle sur les sanctions des 45 000 € d'amende qui étaient prévues à la base pour les restaurateurs, les peines de prison. Bon, ça, on est revenu, bien sûr. Et qui n'avaient aucun sens par rapport à d'autres peines. Voilà. Ouais. La proportionnalité des peines, c'est un fondement d'un État démocratique. En tout cas, avant d'interroger Bruno Mégarban, Max Brisson, c'était important de retrouver cette forme d'union nationale au niveau du Parlement après un débat d'une petite semaine seulement. Ça a été très rapide, mais sur un projet de loi qui était pour vous, selon vous, bien assez urgent de voter. Le mot union nationale est lancé par le gouvernement, et ça c'est de la récupération politique. Le gouvernement n'a pas suffisamment sur le sujet d'actifs remarquables, d'éléments remarquables à son actif pour essayer de faire la récupération politique. Nous avons été responsables, parce que nous, au Sénat, nous sommes des gens responsables. Il y a une épidémie, il faut la combattre, mais surtout que le gouvernement et la majorité s'interdisent toute récupération politicienne, ça ne fera donner que de l'eau au moulin des adversaires. Je crois que sur le sujet, la politique politicienne n'a pas sa place. Donc, ils sont tombés le mot d'union nationale, il y avait un texte, le Parlement a fait son travail après le Conseil d'État. Rien d'ailleurs que de moins normal dans une démocratie parlementaire. Ce n'est pas parce que le président a parlé à la télé que ça fait la loi. Ensuite, il y a le Conseil d'État qui donne son avis, il y a le Parlement qui vote les amendements, et il y a un texte final. Ça s'appelle la démocratie parlementaire.
et c'est peut-être un des meilleurs régimes à l'exception de tous les autres. Bruno Megarban, je rappelle que vous êtes chef du service réanimation médicale, toxicologie à l'hôpital Lariboisière de Paris. Le vote de ce pass sanitaire, c'est une bonne nouvelle dans la lutte contre l'épidémie ? Je parle en termes médicaux. Oui, tout à fait. Il faut bien sûr comprendre à nouveau la philosophie de ce pass sanitaire. Ça n'est pas d'interdire aux personnes non vaccinées de vivre. C'est à l'inverse encourager la vaccination de la plus grande partie de la population encore non vaccinée et de le faire le plus rapidement possible, car il y a une course de vitesse entre l'épidémie qui repart de façon exponentielle en raison de ce variant Delta très contagieux, et avec un risque évidemment que cette épidémie de contamination se traduise par une arrivée importante de patients vers les hôpitaux, avec une saturation du système de soins. Et donc effectivement, on sait, par analogie au Royaume-Uni, à Israël, que la vaccination est un barrage qui va permettre de séparer la progression des contaminations et la progression des patients gravement infectés. Et c'est l'objectif. Et donc effectivement, en contraignant un tout petit peu les personnes hésitantes qui attendaient encore pour se faire vacciner à le faire le plus rapidement possible, et c'est le cas déjà, puisque plus de 4 millions de personnes se sont précipitées pour se faire primo-vacciner, eh bien, c'est possiblement cela qui évitera d'avoir un problème sanitaire grave à la rentrée. Une question que Bruno Megarban, on entend beaucoup parler du variant Delta et du fait qu'il y a moins d'hospitalisation. Et d'ailleurs, aussi, on a pu se rendre compte qu'en Israël, malgré la vaccination, il y a un regain des contaminations avec ce variant. Donc, c'est une question en deux. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un risque d'une saturation des hôpitaux actuellement ? Et est-ce que, finalement, la contamination continue-t-elle avec ce vaccin, malgré tout, quoi ? Alors, premier point, effectivement, le variant Delta est très contagieux. Donc aujourd'hui, en France, on a une augmentation exponentielle des contaminations avec un doublement du nombre de cas de nouvelles contaminations tous les 5 à 7 jours. Avec un R, c'est-à-dire un coefficient de reproduction qui est de 2, c'est-à-dire une personne contaminée en contamine 2 autres. Donc, effectivement, ce qui a été observé en Israël et au Royaume-Uni, c'est-à-dire la déconnexion entre les contaminations et les hospitalisations, est principalement lié à la vaccination. C'est le résultat acquis par la vaccination. Maintenant, la vaccination, effectivement, n'empêche pas de devenir porteur du virus. Même si, évidemment, elle réduit de façon très importante le risque d'être contaminé, elle ne l'empêche pas définitivement. Par contre, elle empêche la personne qui est contaminée de développer une maladie, notamment une maladie grave, et elle empêche aussi la personne contaminée de contaminer les autres, car la charge virale avec laquelle cette personne sera contaminée est extrêmement faible et dans la majorité des cas non contaminante. Et c'est donc l'objectif de la vaccination. Juste très rapidement, le Delta, on est d'accord qu'en fait, il contamine moins parce qu'il y a la vaccination. Enfin, l'histoire des lits d'hôpitaux, c'est lié à la vaccination, le fait qu'il y ait moins de lits d'hôpitaux occupés avec le Delta. Oui, le variant Delta est beaucoup plus contagieux et possède la même virulence que les autres variants. Autrement dit, si vous êtes contaminé par le variant Delta, à votre échelle individuelle, vous avez la même probabilité de développer une maladie grave que si vous étiez contaminé par le variant alpha, bêta ou autre. D'accord. Donc il n'y a pas de modification de la virulence, mais uniquement une modification de la contagiosité. Maintenant, évidemment, si vous êtes contaminé, donc porteur du virus, mais que vous êtes vacciné, eh bien là, votre chance de développer une maladie grave est égale à 0. Et votre chance de développer une maladie symptomatique est extrêmement réduite. Par ailleurs, vous avez une probabilité de contaminer les autres diminuée de façon très importante. Ce qui fait que la vaccination est à la fois une protection individuelle, mais aussi un barrage pour la progression de l'épidémie. Et de fait, évidemment, lorsqu'un pourcentage important de la population est vaccinée, on n'observe plus ou très peu de cas venant à l'hôpital.
Alors dans la question de ce pass sanitaire, il y a non seulement la vaccination, bien sûr, il y a aussi la question des tests PCR, des tests antigéniques de moins de 48 heures qui fonctionnent, en tout cas qui sont compris dans ce pass. Et la présence des tests antigéniques, notamment dans ce pass, a pour conséquence, par endroit en France, de créer de longues files d'attente devant les pharmacies. On va voir comment ça se passe, notamment dans les Alpes-Maritimes où le virus circule de manière assez alarmante avec notre nouvelle invitée, Judith. Oui, Cyril Colombani, qui est pharmacien à Roquebrune, Cap-Martin, et président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine dans les Alpes-Maritimes. Bonjour monsieur. Bonjour Cyril Colombani. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Quel constat déjà vous faites justement dans les pharmacies? Il y a vraiment beaucoup plus de monde pour faire ces tests antigéniques? Cela représente aujourd'hui un nombre par jour dans ma pharmacie, c'est entre 100 et 200 demandes minimum. Tous les jours. Le téléphone sonne en permanence. La petite phrase bonjour, j'ai un petit renseignement à vous donner. C'est à 99% pour les tests. D'accord. Alors, on comprend bien ce que vous dites, mais alors on a un mot sur deux de temps en temps. Donc bon, juste essayez de vous mettre en endroit où vous captez bien, Cyril Colombani. Voilà, je vous entends très bien. On vous disiez entre 100 et 200 appels par jour dans les pharmacies concernant ces tests. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de prendre carrément des réservations pour les jours à venir. On sait que pour les voyages, les vacances, notamment les trains, les avions, pour les bus aussi sur les lignes longues. On sait pour les restaurants aussi, notamment les terrasses. Il y aura besoin de ce pass sanitaire. C'est-à-dire que à partir de début août, c'est-à-dire que déjà on prend des réservations, des créneaux pour le début du mois prochain? Ah, mais pas pour le début, pour l'intégralité du mois. J'ai des vacanciers qui ont réservé des rendez-vous tous les 2 jours. Et on se retrouve dans une situation qui est très compliquée à gérer parce que on a le reste de notre activité à gérer. On a la vaccination à gérer en officine qui est très chronophage. Rappeler les gens, avoir les doses. Nous sommes dans une période où il y a énormément de ruptures de médicaments. On est obligé d'appeler les médecins en permanence pour changer des traitements parce qu'on n'arrive pas à avoir les médicaments que l'on doit avoir. Et ce sont les mêmes personnes qui font à la fois les tests, qui font la vaccination et qui font le reste du travail classique en officine. Et l'autre problème, c'est que l'on essaye quand même de prioriser un petit peu. J'ai énormément de respect pour tous les vacanciers qui viennent, mais quand on a des gens qui sont cas contact, quand il y a des clusters, il faut favoriser le tracking, il faut favoriser les tests qui sont faits sur ces cas contacts pour pouvoir les rassurer. Et on se retrouve pris en étau entre des gens qui nous disent « Ah, mais si j'ai pas de test, j'ai pas mon avion demain, je ne peux pas partir en vacances. » Et des gens, hier soir, j'ai dîné avec des amis et ils viennent de m'appeler, il y en a un qui était positif. Donc c'est difficile de faire une hiérarchie bien sûr là-dedans parce que ça arrive tout d'un coup. Concrètement, dernière question, Cyril Colombani, est-ce que vous allez pouvoir tenir, alors je parle en termes notamment de personnel, cet été pour faire face à ces tests qui sont en très nette augmentation? Tenir, ça va être très compliqué parce que les Alpes-Maritimes, il n'y a pas de ville universitaire, que ce soit en médecine, pharmacie ou dentaire. Donc d'autres villes comme Marseille ou comme Montpellier peuvent avoir des renforts avec des étudiants. Un renfort que nous ne pouvons pas avoir sur zone. On a beaucoup de mal à recruter. Et nous sommes en plus une des villes touristiques avec un afflux de touristes qui est absolument énorme. Je suis honnête, je ne suis pas certain que dans les villes touristiques, tous les gens qui ont envie de se faire tester pourront se faire tester. Humainement, nous n'aurons pas les capacités de tester tout le monde. On fera réagir. Faire un test, ça prend du temps. Et, pour que les gens puissent avoir le pass et faire la déclaration, ça prend du temps, ça mobilise du personnel. Et ce n'est pas que l'on ne veut pas, mais les pharmacies qui le font sans rendez-vous, il y a des pharmacies qui font jusqu'à 400 tests par jour. Ce qui est énorme, on l'aura compris en tout cas. Merci à vous Cyril Colombani. On fera réagir dans un instant Bruno Megarban et Max Brisson, un sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques. C'est vrai que la situation s'annonce compliquée, elle l'est déjà dans les pharmacies. Judith, on rappelle la question du débat, les votes. Faut-il transformer le pass sanitaire en pass vaccinal? On vous le demande sur Twitter. Et vous nous répondez, le temps de retrouver, 88% non. Voilà. Et voilà. Comme ça, c'est clair et net. Sud Radio, en tout cas, on revient tout de suite avec la suite de ce débat. Ne bougez pas. Alors doublez votre plaisir. Dernier jour samedi 31 juillet. Poltrone et sofa à authentica qualità. Et voilà. Qualité authentique, vérifiez conditions en magasin. Oh là là, dis-moi, les soldes d'été Zalando, c'est encore en ce moment? Oui, jusqu'à demain minuit. Tu as une superbe sélection avec des remises jusqu'à moins 70%. Ah, je fonce sur Zalando alors.
Ah bah de rien. Jusqu'à demain minuit, ce sont les soldes d'été sur Zalando. Profitez de réductions jusqu'à moins 70% sur toutes les dernières tendances. Et bénéficiez toujours du service Zalando. Essayez d'abord, payez après. Détails de l'offre sur zalando.fr. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Benjamin Glaise, Judith Belair. Il est 9h25 sur Sud Radio et nous sommes en compagnie de Bruno Mégarban, qui est chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, et Max Brisson, qui est sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques. Pour la suite de ce débat, dont je vous rappelle le thème du jour, faut-il transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, Benjamin? Et on va faire réagir Max Brisson justement sur ce que nous disait à l'instant Cyril Colombani, qui est le président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine dans les Alpes-Maritimes, qui nous disait la difficulté finalement de réaliser tous ces tests demandés par ces Français qui s'inquiètent de l'instauration de ce pass sanitaire et qui ont envie de poursuivre leurs activités. Vous savez, tout ne peut pas fonctionner parfaitement, qu'il y ait des embouteillages, qu'il y ait des blocages, c'est évident. Mais passer une vaccination générale pour tout le monde, je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait suffisamment aujourd'hui de vaccins pour la mener. Donc nous sommes dans une situation compliquée, il faut avancer pas à pas, il faut trouver des solutions. Et vous savez, lorsqu'on regarde tous les blocages qui sont produits au cours de ces derniers mois et comment on voit que peu à peu ils ont été dénoués par le bon sens, par le travail, par la régulation, on peut aussi estimer que l'on va dans le bon sens, avec une augmentation forte des personnes qui vont être vaccinées. Plus le nombre de personnes sera vacciné, et moins il y aura de tests. Donc les choses aussi se réguleront, je crois, très simplement et très naturellement. Mais il y aura bien sûr dans certains territoires, les Alpes-Maritimes ou chez moi sur la côte basque, des moments un petit peu d'affluence avec en effet une forte concentration de restaurants et puis des gens qui auront envie aussi un petit peu de connaître des bons moments après ces périodes un peu difficiles que nous avons connues. Juste avant de vous nous appeler à 0826 300 300, on sera dans un instant avec un auditeur. Juste pour poursuivre un petit peu sur ce débat, Bruno Mégarban, si on pose la question du pass sanitaire ou vaccinal, c'est parce qu'on le voit dans certaines discothèques notamment, où le pass sanitaire était déjà en place. On a eu des clusters, et la question qui se pose notamment en Allemagne du côté d'Angela Merkel, c'est sur cette question des 48 heures de délai entre le moment où on va faire son test antigénique ou PCR et le moment où on va aller en discothèque ou on va aller au restaurant. Est-ce que justement il faut privilégier selon vous un pass vaccinal au pass sanitaire, ou est-ce que le pass sanitaire est suffisant? Écoutez, vous avez raison. On va dire que ce soit le pass sanitaire ou le pass vaccinal, le risque zéro n'existe pas. C'est une stratégie de réduction de risque que vise la stratégie de la politique sanitaire. C'est réduire le maximum le risque. Alors, on va dire, effectivement, quelques clusters ont été observés la semaine précédente en France, notamment dans les discothèques. À mon sens, c'est plus probablement une mauvaise application du pass sanitaire, peut-être une fraude, peut-être un mauvais contrôle de ce pass, que vraiment un trou dans la raquette, c'est-à-dire un faux négatif des tests antigéniques ou des tests PCR présentés par les personnes qui entraient dans ces discothèques. Ça montre d'ailleurs bien que s'il n'y avait pas eu de pass sanitaire, il y aurait eu des clusters dans toutes les discothèques de France, et donc on aurait fermé ces discothèques instantanément. Donc on voit bien que l'instauration du pass sanitaire garantit à tous ces commerçants, à tous ces responsables de centres de loisirs ou de culture, la pérennisation de l'ouverture de leur activité. Alors, est-ce qu'il faut passer au pass vaccinal par rapport au pass sanitaire? Je ne crois pas. Dans l'immédiat, effectivement, toutes les personnes qui sont allées se faire vacciner à la suite de l'annonce du président de la République n'ont pas eu le temps, évidemment, de recevoir encore leur deuxième dose. Il faut leur donner le temps, grâce à la possibilité d'utiliser le pass sanitaire avec les tests de dépistage PCR, de pouvoir suivre les activités qu'ils souhaitaient de faire. Maintenant, de fait, effectivement, à partir de la mi-septembre, lorsque les tests PCR seront déremboursés, eh bien, le pass sanitaire deviendra, en fait, même si on ne le nomme pas, un pass vaccinal. Car évidemment, très peu de personnes pourront se permettre d'effectuer de façon très régulière des tests PCR qu'ils devront payer pour pouvoir accéder à ce pass sanitaire. Donc, de fait, sans le dire, le pass sanitaire deviendra un pass vaccinal.
D'ailleurs, la quasi-totalité des personnes qui l'utiliseront par la vaccination, qui est bien sûr le moyen le plus sûr et le plus durable d'être assuré non seulement de ne pas être contaminé et de faire une forme grave, mais aussi de ne pas contaminer les autres dans les lieux d'activité sociale. Merci Bruno Begarban. On revient tout de suite pour la fin de ce débat avec Max Brisson. À tout de suite. Ne plus voir le temps passer. Aller à l'école. Entendre qu'on ne sait rien faire de ses 10 doigts. Souder. Décider de se former. Leur prouver qu'on a de l'or au bout des doigts. En France, chacun peut trouver sa place. Rendez-vous sur www.unjeuneUneSolution.gouv.fr. Avec 100 000 formations rémunérées dans des secteurs d'avenir, nous investissons dans vos compétences. C'est ça, la France qui se réalise. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h, Benjamin Glaise, Judith Belair. Bah oui, 9h33 dans le grand matin été de Sud Radio. Oui, on est en pleine forme. On continue de se réveiller, justement. On débat pour bien se réveiller avec cette question. Faut-il transformer le pass sanitaire en pass vaccinal? Le pass sanitaire qui vient d'être voté, en tout cas, au Parlement, avec une mise en place à partir de début août. En attendant, bien sûr, le Conseil constitutionnel. On verra ce qu'il en dit. En tout cas, on continue d'en débattre avec nos invités. Bruno Megarban, chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière à Paris, et Max Brisson, qui est sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques. Oui, et n'hésitez pas à nous appeler pour réagir à la question, au thème de ce débat. Faut-il transformer le pass sanitaire en pass vaccinal? Vous pouvez appeler le standard de Sud Radio au 0826 300 300. Et on reçoit notre auditeur Laurent qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Laurent. Bonjour Judith, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le pass sanitaire, possiblement pass vaccinal, Laurent? On vous écoute. Eh bien non, moi je ne pense pas qu'il faille le transformer en pass vaccinal. Déjà, ça ne va pas être possible. Tout le monde ne sera jamais vacciné, ce n'est pas possible. On ne va pas vacciner les fœtus aussi dans le ventre des mamans, directement. C'est pas prévu. Voilà, il ne faudra pas se tromper avec l'épaule et la fesse. Donc non, ce n'est pas possible. On ne va pas parler aussi bientôt de passe bonne santé. Quand même, je pense qu'ils débattent là-bas en haut lieu de choses qui sont du bon sens local, c'est-à-dire chacun doit gérer aussi un peu sa propre vie. Quand on traverse la route, on ne téléphone pas à l'Élysée pour savoir si on peut. Donc bon, je pense qu'on est parti là sous des obligations et comme des enfants. Là, on est un peu tenu par la main pour tout ça. Il y a des risques, j'en suis convaincu. Moi-même, je me suis vacciné avec les 2 doses. Bon, mais c'est mon affaire. D'autres ne veulent pas, c'est leur affaire. Il faudra leur dire à ce moment-là qu'à l'hôpital, peut-être ils ne pourront pas être pris en charge correctement. Bon, ben voilà, il faut dire les choses simplement. Ils ont l'accès aux urgences, ils n'ont pas l'accès au reste des services, mais ils ont quand même l'accès aux urgences. L'accès aux urgences peut-être ne sera pas pris correctement parce que les gens sont fatigués là-bas et ça peut être saturé. Bon, et moi-même, je peux aller aux urgences aussi pour autre chose, me racasser n'importe quoi, donc je peux me retrouver dans la même situation aussi. Donc tout ça part un peu dans tous les sens et sachez que jamais les 7 milliards de personnes ne seront vaccinées, ce n'est pas possible. Et comme il y a des flux de personnes sans cesse, que ce soit régulière, irrégulière ou clandestine ou ce que vous voulez, c'est un virus corona que tout le monde, que les spécialistes connaissent comme le rhume, la grippe et compagnie, là, les H1N1, et ben ces virus ne disparaissent pas, on le sait. La grippe existe depuis combien de milliers d'années? J'en sais rien moi, mais enfin les spécialistes pourront nous le dire. En l'occurrence, on a un vaccin quand même qui permet d'éviter justement des flambées de morts chaque hiver, notamment en France, quoi. Donc on va y revenir. Des flambées, je ne sais pas, les personnes âgées, vous savez, on vit de plus en plus longtemps, nous sommes de plus en plus fragiles vers la fin de notre vie, donc à un moment on meurt de la grippe, d'une fausse route, en mangeant avec les amis. Bon, Laurent, on va faire réagir. Voilà. On va faire réagir. Okay. Merci pour votre avis en tout cas. Merci Laurent. Restez bien sûr sur Sud Radio. On va faire réagir notamment. On va commencer tenez par Max Brisson, sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques. Vous avez entendu notre auditeur Laurent qui disait, en gros c'est un peu la responsabilité de chacun. C'est vrai qu'il y a une contestation qui est présente. Plus de 160 000 personnes dans la rue samedi dernier. Alors là on parle des chiffres de la police. Pour vous partagez cet avis ou pas? C'est la responsabilité de chacun ou alors il faut vraiment une responsabilité plus collective? Quel est votre avis à ce sujet? Je trouve que Laurent donne un très bon exemple lorsqu'il dit qu'il ne téléphone pas à l'Élysée pour traverser la route. Ouais. Il a raison, sauf qu'il y a un code de la route, il y a des feux, il y a des passages piétons, ce qui veut bien dire que la société a dicté des règles, parce qu'il n'y a pas de vie en société sans règles, et la société, ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut. La société, c'est on se soumet à des règles, et dans une démocratie, ces règles sont acceptées dans un cadre
de procédures qui sont légitimes parce qu'issues de vote démocratique. La vie en société, ce n'est pas je fais ce que je veux, c'est aussi je respecte un certain nombre de règles. Alors par contre, je pense que Laurent a raison. Aujourd'hui, le pass sanitaire vient d'être voté, il est en place. Ne commençons pas à parler dès demain d'autre chose. Mettons-le en œuvre. On a vu au cours de votre émission qu'il y avait des difficultés avec les tests. On voit que la vaccination monte en puissance. On voit que la situation va changer. Moi, je pense que le pass vaccinal aujourd'hui n'a pas de raison d'être. Et je pense d'ailleurs que l'État serait bien en peine de fournir tous les vaccins qui seraient nécessaires. On avance vers une régulation qui permet de mieux combattre la maladie. Par l'acceptabilité croissante, il y a des résistances. Excusez-moi de vous dire qu'il y a plus de monde qui va actuellement dans les centres de vaccination que dans les manifestations d'opposition. Et de temps en temps aussi en démocratie, il faut rappeler que ce ne sont pas les minorités qui imposent leurs lois, mais que c'est la majorité. Pour conclure, Bruno Megarban, sur ce que disait aussi Laurent, on ne va pas vacciner tout le monde ne sera pas vacciné. L'idée c'est quoi? On dit qu'à partir de 90% de personnes vaccinées, en gros, on pourrait avoir une véritable lutte contre le Covid efficace, on pourrait justement s'en sortir, c'est ça un peu l'idée? Alors vous avez raison, on va dire la politique sanitaire a deux objectifs. D'abord, protéger les individus eux-mêmes contre le risque de faire des formes graves, voire de décéder. Et c'est la vaccination à ce titre-là de chaque individu. Évidemment, l'objectif est de vacciner le plus possible de personnes âgées de plus de 50 ans et porteurs de comorbidités. L'idéal serait de vacciner 100% de cette population pour éviter évidemment d'avoir des morts. Le deuxième point est de vacciner le maximum possible du reste de la population pour réduire la circulation du virus, car nous savons que plus le virus circule et plus il y a émergence de variants. Et donc risque évidemment de compromettre la stratégie vaccinale du pays. Et donc, bien sûr, on n'arrivera jamais à vacciner la totalité de la population, même si moi je suis persuadé qu'à plus long terme, le vaccin anti-Covid deviendra un vaccin obligatoire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ce que vous souhaitez. Mais effectivement, il faut se rapprocher de ce que l'on appelle l'immunité collective, qui, au vu des variants actuels, notamment le variant Delta très contagieux, doit être de l'ordre de 85% de la population. Ce qui en soi est extrêmement difficile à atteindre aujourd'hui, sans vacciner évidemment la totalité des adolescents. Eh bien, on suivra en tout cas. Merci à vous pour ce débat, Bruno Megarban. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On le rappelle, chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière à Paris. On remercie aussi Max Brisson. Merci à vous, sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques. On va clôturer justement les votes de ce débat avec vous, Judith. On va rappeler la question. Faut-il, selon vous, transformer le pass sanitaire en pass vaccinal? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les auditeurs de Sud Radio? Ils ont dit non, après à 88%. Ça n'a pas tellement bougé. Et puis, on a un petit commentaire de... alors attendez que je vous le retrouve. On va le retrouver. Il y a beaucoup de commentaires en tout cas. Oui, voilà. On les lit, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc on a un commentaire de Ludovic de Mathieu qui nous dit: le pass sanitaire tel qu'il a été présenté par Emmanuel Macron est un contournement de l'obligation vaccinale, sauf ceux qui souhaitent débourser 50 € à partir d'octobre pour chaque test PCR valable 48 heures, avec des menaces sur certains accès aux ressources et au travail. Voilà, ça sera dit, Benjamin. Ça sera dit, mais attention, précision, pour le moment, on ne parle pas de tests antigéniques payants. Pour les tests PCR, effectivement, il a raison de le dire, notre auditeur, ce sera le cas. Ça a été annoncé en octobre.